Tu te rends compte qu'ils ont construit ces 34 temples, ou du moins celui-là, en 18 ans. Et pour extraire ces millions de tonnes de cubes de roche, quand tu fais les calculs, tu te rends compte qu'ils auraient dû extraire, on va dire, 5 tonnes de roche toutes les heures. Et là, le mec te dit très sérieusement, hein, sans rougir, sans scier, il te dit que ici vivaient des hommes de 50 cm. Et les pierres d'Ica, elles mettent en évidence des scènes de vie d'hommes chevauchant des dinosaures. Des dinosaures, ouais. Et à l'époque du néolithique, on représente l'homme donc dans des musées avec des peaux de bêtes sur le dos. Seulement l'étape de Lussac, elles te mettent en évidence des hommes, des femmes habillés comme toi et moi. Ça fait partie d'un pan de notre histoire passée que certains ne voudraient pas voir mettre en lumière. Mettre en lumière. Ouais. D'accord. Et ça m'intéresse beaucoup. Hein. Je suis toujours en recherche justement d'endroits. Si les internautes, les métanautes ont des suggestions, je suis toujours preneur. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, désormais lundi, mercredi, vendredi de 21h à minuit sur metatv.org. Voilà, grand bonjour à la régie, grand bonjour évidemment à tous les métanautes. Et ce soir on va voyager, on est avec Damian. Salut Damian. Salut Théba. Donc écoute, bienvenue à MetaTV sur la libre antenne, après tes longs voyages, voilà, on nous disait Indiana Jones français, tu m'as dit non, j'aime pas les appellations et tout. Ouais, c'est un peu trop fort Indiana Jones. Ben oui, parce que on connaît tes vidéos sur internet où tu as, j'ai envie de dire, quand même sillonné quand même la planète de long en large. Ouais, j'ai bien baroudé. Ouais. Ah, t'as quand même baroudé dans des endroits presque improbables, j'ai envie de dire aussi parfois. Ouais, presque peu connus. Peu connus, voilà, en tout cas peu connus. Mais pas inaccessible. Mais pas inaccessible. Alors, pour te présenter au public, parce qu'il y en a toujours, voilà, il y en a beaucoup aussi qui te connaissent pas. Toi, comme tu dis, moi, je ne suis ni spécialiste, je suis pas un archéologue, je suis pas un historien, je suis pas un... Je ne suis rien de tout cela, je me définis plus comme, on va dire, un chercheur de l'histoire, tout simplement. Ah, le collier. D'accord, attends, je vais toujours me prendre mon collier. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ouais. Attends, on va le mettre à ce niveau-là, peut-être ça ira mieux. Voilà. T'entendras plus le collier là, tu crois? Voilà. C'est mieux. J'essaie de pas trop bouger. Voilà, c'est bon pour la régie, parfait. Voilà. Donc voilà, tu nous disais, bah oui, toi, voilà, tu n'as pas le cursus, on va dire, scientifique. Ah, je n'ai aucun cursus scientifique, mathématique, architecte, rien, ni archéologue. Je suis simplement un curieux, armé de ma caméra, qui va filmer tous ces endroits de par le monde et qui, j'espère, enfin, comme n'importe qui le ferait, se pose des questions quand je tombe face à des structures, des temples ou des évidences qui, moi, me paraissent assez étranges par rapport à ce qu'on m'en dit, quoi, tout simplement. Ouais, un peu aventurier quand même. Très aventurier, j'aime beaucoup. En fait, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est aller là où peu de gens vont. Alors tu vas me dire, je suis pas allé dans des endroits, on va dire, inconnus, puisque tous les endroits que j'ai sillonnés et dans lesquels j'ai baroudé sont des endroits qui sont connus, tout simplement. Alors il y en a beaucoup que des gens ne connaissent pas et qui découvrent au fur et à mesure de mes vidéos, mais c'est vrai que j'ai ce petit côté un peu kamikaze où si tu me dis, là on a découvert un sanctuaire d'une civilisation qui serait similaire à celle-ci ou celle-là, tout de suite je vais filer, je vais y aller, et, je vais par tous les moyens chercher à m'en approcher le plus possible. Donc, ouais, voilà, parce qu'après en plus, voilà, tu fais toujours des vidéos, des observations, on découvre des endroits, parce que je veux dire, voilà, moi, à travers tes vidéos, il y a des endroits que je connaissais pas du tout, hein, je pense que beaucoup de gens aussi, c'est pour ça qu'ils t'ont parlé, ils te mettent cette étiquette d'aventurier, parce que c'est vrai, on découvre des endroits, et c'est assez fascinant. Hein, alors, justement, on va parler justement de tous ces endroits, parce que j'imagine... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres, j'imagine. Il y en a qui m'ont plus marqué que d'autres, ça c'est évident, et pas forcément... de par les choses que j'ai vues, que j'ai découvertes, mais plus par rapport au lieu, leur emplacement, par rapport à leur histoire aussi, et notamment par rapport aux légendes et aux mythes qui tournent autour de ces endroits, parce que moi je pars du principe qu'à partir du moment où il y a une légende ou il y a un mythe, c'est que quelque part il y a une histoire, il y a quelque chose une part de vérité. Et moi, dans ce que j'essaye de faire, c'est toujours essayer de voir quelle est cette part de vérité, quels justement éléments, quelles évidences on peut retenir de tout ça, en fait. J'essaye de chercher le concret dans tout ce qui est légende et mythes. J'essaye de justement de dénouer un peu cet ensemble de choses pour me focaliser sur les évidences et les faits. C'est-à-dire que en plus, c'est des...
Souvent, donc, ce sont ce qu'on appelle les légendes locales, c'est-à-dire que ce sont les locaux qui t'expliquent la légende qui est rattachée au lieu. Tout à fait. Oui, souvent c'est ça. Souvent, parfois c'est le hasard, la coïncidence. C'est-à-dire que j'arrive dans un pays pour à la base aller visiter un lieu, et puis de fil en aiguille, en parlant avec des gens, en faisant des rencontres, j'apprends qu'il existe à cet endroit-là un lieu qui est, on va dire, peu connu, un lieu qui a son histoire, et là tout de suite ça m'intéresse parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas forcément entendu parler. Et là, pour moi, il y a un vrai intérêt, c'est-à-dire raconter une histoire, faire découvrir quelque chose qui n'a pas encore été jusque-là forcément mis en avant. Alors par exemple, moi j'ai découvert les grottes de Ellora. Ouais. Qui sont connus pourtant. Qui sont connus, je suis un inculte. Non. Enfin, je connaissais pas du tout. Voilà, avec le temple de Kailosa, c'est ça? Kailasa, ouais. Kailasa. Kailasa Temple, ouais. Kailasa Temple. Par contre, j'étais absolument subjugué, quoi. Ouais. Donc c'est un endroit qui a été construit dans la pierre. Tu peux nous expliquer un peu? Alors c'est tout un temple en fait, sur plusieurs niveaux, qui a été taillé dans une montagne de basalte. Donc imagine que tu as devant toi un gros bloc d'argile par exemple, et avec tes petites mains tu vas creuser une sculpture. Dis-toi que ces anciens bâtisseurs à l'époque ont réalisé un chef-d'œuvre et ont creusé un temple immense de plusieurs milliers de kilomètres carrés, qui justement regroupe des chambres, des temples, des colonnes, t'as des souterrains, t'as des bas-reliefs, des sculptures, des gravures, un travail phénoménal, et tout ça taillé dans un seul et même bloc qui est cette montagne. Donc aucune pièce rapportée, rien du tout, c'est-à-dire que la montagne était là, les mecs sont amusés à creuser et t'ont fait un temple incroyable à l'intérieur. Et ce temple de Kailasa n'est qu'un des 34 temples qui figurent dans ce lieu, qui sont appelés justement les Ellora Caves, comme grotte. Ouais. Et là, tu en as un qui est sublime, qui est un chef total, mais derrière, tu en as 33 autres qui sont beaucoup moins importants, beaucoup moins imposants, mais qui ont été fabriqués, sculptés de la même façon, avec forcément les mêmes outils, qui jusque-là restent un grand mystère, puisque le basalte est un matériau qui est extrêmement dur, et que pour le tailler, il faut des outils extrêmement abrasifs, et donc soit tu tailles le basalte avec du basalte, mais bon, là tu casses ton basalte, ou alors tu passes au diamant, donc diamant comme on peut trouver sur des pointes dans le scie carburé, et alors là tu te dis oui, mais bon, à l'époque ils n'avaient pas ça, c'est ça le problème, tu vois. C'est là qu'il y a des choses qui commencent à... Bon. Alors on va te dire, oui, mais bon, à l'époque on a taillé, c'est un peu comme tous les lieux qui sont mystérieux aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même problématique. C'est un travail incroyable, titanesque, mais il y a toujours des incohérences par rapport à ces outils qu'on leur attribuait, et aussi aux datations qu'on s'attribue à donner à l'élaboration de la construction de ces temples. Voilà, donc pour Kailasa, si tu as vu la vidéo, c'est incroyable. Il y a une perfection de la symétrie des colonnes qui est complètement incroyable. Ouais, pas que les colonnes. Oui, enfin, ce que je montre pas dans cette vidéo, et qui moi est un point très très important, c'est que non seulement ces bâtisseurs, ils avaient les outils, les connaissances mathématiques forcément pour réaliser une telle construction, et puis il faut savoir que on n'improvise pas une construction comme celle-là, avant y travailler, c'est des années de travail, faut mettre tout ça sur plan. Quand tu vois la configuration du lieu, tu te dis, il n'y a pas de hasard finalement. Ils sont pas arrivés en se disant, tiens, on va tailler cette montagne pour en faire une succession de temples ou de cavités. Non, tout ça a été clairement et proprement élaboré. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc même si ça a été construit officiellement entre 754 et 774 ou 713, je sais plus, après Jésus-Christ, tu te dis que les mecs ils ont dû bosser encore avant 3 bonnes années pour élaborer le truc. Et chose très importante, c'est que ce temple qui est de loin le plus réussi et le plus parfait, on va dire, dans ses dimensions, et le plus vieux de cet ensemble de 34 temples. Donc ça c'est très intéressant. Et la deuxième chose intéressante par rapport à ce temple, comme je l'ai précisé, donc c'est le fait que ce soit du basalte, et j'ai oublié vraiment, parce que le problème c'est que je pars dans tous les sens, et j'ai oublié le petit point que je voulais rapporter par rapport à ça. Enfin, toujours être ça, en revenir que
ces milliers de tonnes de roches extraites pour fabriquer ce temple, on n'en a aujourd'hui aucune trace. C'est-à-dire que ces 400 000 tonnes de roches, rien que pour ce temple, ont disparu dans la nature, littéralement. Alors on se dit, bon bah oui, peut-être qu'ils ont transporté pour ce temple, et je parle bien que pour ce temple, ces 400 000 tonnes de roches, ils les ont amenés ailleurs, mais tu te dis où est-ce qu'ils ont amené, qu'est-ce qu'ils ont fait avec, parce qu'aujourd'hui, si tu veux trouver des temples en basalte autour des zones de Ellora Cave, il faut prendre le train, et il faut 2 jours de train pour trouver d'autres structures en basalte. Donc c'est un sacré boulot, quoi, tu vois. Et on parle que d'un seul temple. Hein, on parle que d'un seul temple, c'est-à-dire qu'en fait, on trouve aucune trace donc de cette excavation, quoi. De ces extractions de pierre, dans aucune trace. Et voilà, et c'est ce que je voulais dire juste à l'instant que j'ai oublié, c'est que non seulement ils avaient les connaissances pour bâtir, mais en plus ils n'ont pas réalisé ce temple de façon anodine, c'est-à-dire qu'ils avaient aussi la connaissance d'une science acoustique. C'est-à-dire que ces temples ont une particularité pour certains, c'est que quand tu rentres dedans et que tu commences à parler, tu as une sorte de résonance qui se répercute dans toutes les structures dans toutes les cavités de ce temple et qui amplifie en fait le son. Donc c'est-à-dire que non seulement ils ont pu creuser, mais en plus ils savaient comment creuser et où creuser pour faire en sorte que des mantras qui puissent être on va dire chantés, récités dans ce temple aient probablement un effet, on va dire sur le corps et sur la vibration en règle générale. Voilà, parce que bon, pour revenir très rapidement sur Ellora Cave, c'est tout simplement le mélange entre 3 courants religieux. C'est-à-dire que ces temples ont été fabriqués pour le culte de l'hindouisme, du bouddhisme et un autre mouvement que je connais très mal qui est les janaïstes. Donc voilà, donc c'est une sorte de mélange religieux finalement qui se passe dans une sorte de tolérance la plus totale, hein, puisque c'est rare aujourd'hui de voir un seul temple dédié à plusieurs cultes religieux. T'en trouves un en Inde à Delhi, à ce fameux temple qui ressemble à comment on appelle ça, pas un nénuphar, une feuille de lotus qui s'ouvre. Et alors ce temple est complètement, on va dire, vierge de religion, c'est-à-dire que n'importe qui est musulman, qui est catholique ou peu importe, peut aller dans ce temple et donc s'adonner à la prière. Voilà, c'est une sorte de temple neutre. Et ben les caves d'Ellora, c'était ce type d'endroit neutre dans les religions où tous ces mouvements se croisaient et se toléraient en fait. En plus, alors, il y a un moment, tu expliques qu'ils ont voulu essayer de le détruire à 1000 ouvriers. Mais... Oui, ça a été pendant les invasions barbares, t'as un empereur musulman qui s'appelait Awamzi, forcément c'était pas conforme en fait à sa religion et à ses croyances, donc il a décidé tout simplement de le détruire, hein, comme ça a été très souvent le cas dans d'autres endroits, et ils sont tombés sur du lourd, parce que là pour casser du basalte avec des marteaux, des burins, des machins, il faut y aller, et en 3 ans les mecs ils ont à peine réussi à égratigner un 50e du temple, quoi. Ils ont juste cassé la tronche des bouddhas et des machins, ils n'ont pas pu faire plus, bien que leur objectif principal c'était d'éradiquer et faire disparaître ce temple, ils n'ont pas réussi à faire plus que l'effriter très légèrement, quoi. Ouais. Donc ça laisse, ça fait poser beaucoup de questions sur les techniques qu'ont pu utiliser ces anciens bâtisseurs, parce que tu te rends compte qu'ils ont construit ces 34 temples, ou du moins celui-là, en 18 ans. Alors c'est ce que l'histoire elle te dit, et puis quand tu te rends compte que c'est 400 000 tonnes de roches extraites en 18 ans, rien que pour ce temple, tu tombes vite dans des conclusions. On te dit putain, alors attends, il y a un temple là, il a été fait en 18 ans, mais à côté t'as des temples plus récents, donc 34 autres qui ont été construits à peu près, construits taillés dans la même période, et là ça représente des millions et des millions de tonnes de cubes de roche, et pour extraire ces millions de tonnes de cubes de roche, quand tu fais les calculs, tu te rends compte qu'ils auraient dû extraire on va dire 5 tonnes de roche toutes les heures. Donc tu te dis comment ils font pour extraire 5 tonnes de roche toutes les heures, alors que ces mecs pendant les invasions barbares n'ont pas réussi à effriter le temple en 3 ans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça pose tu un dis, problème, qu'est-ce qu'ils avaient comme outil surtout, hein, et puis, Parce que c'est ça la question qu'on se pose tout le temps, qui a été posée en plus dans un certain nombre de reportages, c'est l'outillage utilisé, en fait, la façon dont étaient construits les temples, parce que c'est une question justement à laquelle l'histoire officielle, et même elle, n'a pas vraiment de réponse, quoi. Elle en trouve.
Elle en trouve, ouais. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent sur justement l'utilisation, non? Bah toujours pareil, hein, les petits outils habituels de l'époque, hein, parce qu'il faut rester dans ce que... ce qui était concevable à l'époque, c'est ça? Voilà, ce qui était soi-disant concevable à l'époque, donc on est sur du petit marteau, on est sur du burin, et puis c'est tout. Aujourd'hui, si tu veux couper du basalte, d'ailleurs dans la vidéo voilà, d'Elora que j'ai mis en avant, je montre aujourd'hui, au XXIe siècle, comment on fait pour couper un cube, un morceau de basalte de quelques tonnes, et c'est des heures de travail, c'est des machines, avec des machines, avec de l'eau, beaucoup d'eau, bulldozer et machin, voilà. Tu vois, ils font passer un câble en acier dedans, il y a un effet de friction, on arrose avec beaucoup d'eau pour pouvoir justement faire que ça pète pas, et puis surtout c'est des outils mécaniques. Des outils mécaniques qu'on a aujourd'hui, des machines mécaniques qui nous permettent juste d'extraire un bloc. Ouais. Et là, on parle justement d'extraire, non seulement de tailler et d'extraire, mais en plus de graver en même temps. Parce que ce sont des bas-reliefs après, ce qui reste. Des bas-reliefs, des cavités, des structures intérieures. Et tu te dis, donc les mecs, non seulement ils ont réussi à tailler, sculpter, extraire, mais en plus, il a fallu qu'ils fignolent avec des outils dont on ignore, hein, enfin... qu'on nous dit officiellement, des bas-reliefs, des fresques incroyables, et tout ça en 18 ans. Ça fait... ouais, moi je veux bien croire à beaucoup de choses, mais il manque des choses, il manque des données, tu vois, il manque des... Ouais, c'est ça qu'on a l'impression que ça vient un peu, ce que nous disait d'ailleurs Laurent Villaverdici, les observations viennent contredire les versions officielles, souvent ça rentre en contradiction. Quoi. Ouais. Et toi, c'est les premières choses que tu vois, parce que je pose des questions, tu te dis, mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu as en fait les versions officielles, tu te poses pas les questions. Il faut un moment que tu aies un élément déclencheur. C'est-à-dire que tu aies un détail qui vienne en contradiction avec quelque chose que tu sais, ou alors que quelqu'un avec toi t'explique quelque chose. Et là, il y a un déclic, et tu te dis, ah oui, mais attends, mais c'est vrai que ça peut pas se faire comme ça, il y a un problème là où c'est pas cohérent, il y a quelque chose de pas logique. Tu vois, j'étais toujours en Inde à cette époque-là, donc c'était l'année dernière, j'étais sur une zone en Inde qui s'appelle MP, qui est située dans le sud, on va dire centre-sud de l'Inde, et là tu vois des rochers de plusieurs centaines de tonnes qui sont posés les uns sur les autres, un peu comme des dominos, comme des petits cubes. Et bon, alors, la version officielle, on te dit que c'est la nature qui a fait ça. Bon, moi, j'arrive pas à savoir comment la nature fait pour empiler des blocs les uns sur les autres comme ça. Sauf que c'est une immense explosion qui vient du sol et que les blocs retombent les uns sur les autres comme ça, un peu comme dans un dessin animé, tu sais, un Bibi Coyote. Donc bon, ok, donc ça tu dis ok, mais d'un coup tu as un immense rocher de 800 tonnes qui a été amené là à côté d'un temple. Et tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Le temple ou le rocher? Qu'est-ce qu'ils ont construit en premier? Qu'est-ce qu'ils ont amené en premier sur ce lieu? Et là, tu te rends compte, en étudiant bien la chose, qu'il y a un truc qui va paraître, et tu réalises que ce rocher, ils l'ont amené là, tout simplement, parce qu'ils en avaient besoin pour construire. Et j'avais rencontré justement un Britannique qui était là, et j'étais en train de m'extasier devant ce rocher, je tournais dans tous les sens, je regardais, je regardais en dessous, j'essayais de comprendre. De comprendre le processus, de remonter dans ma tête comment ils ont fait ça, dans quel but, pourquoi. Et là, il y avait un mec qui était là, un Britannique, et il me voyait comme ça, et puis je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Il me fait de quoi tu parles? Je dis mais regarde ce bloc là, cette pierre immense qui fait au moins 600 tonnes, à vue d'œil, si tu prends la densité du granit qui est de, je ne sais plus combien, 2,6 tonnes au mètre cube. Là tu vois le truc qui fait 7 mètres par 5 mètres par 3 mètres, et là tu te dis, bon, tu fais un rapide calcul, tu te dis oui, bon, le truc il fait à peu près 600 tonnes en gros quoi, hein. Je vais pas refaire le calcul. Et le mec il fait quoi, je vois pas trop. Je dis mais réfléchis bien, regarde, le truc il est là, il est collé au temple. Et le mec il a commencé à se poser la question, et là j'ai vu qu'il a commencé à bugger, et il m'a dit ah ouais c'est vrai, c'est bizarre, c'est quand même, tu vois. Et c'est pas quelque chose forcément qui est visible à l'œil nu, c'est-à-dire que pour une personne qui n'est pas accoutumée à regarder, qui n'a pas forcément un œil, c'est quelque chose qui ne va pas choquer. Il faut simplement à un moment avoir une information, avoir une clé pour déverrouiller un ensemble de réflexions qui derrière vont t'amener à te poser d'autres questions. Et voilà. Et bien sur ce temple aussi, alors il y a tout un tas de légendes dans le temple de MP. D'MP ? Ouais. Sur MP, on dit que ça aurait été le lieu où serait venu dans les anciens temps des dieux, serait descendu du ciel, et ça va un peu en parallèle avec toutes ces histoires qu'on trouve dans le Mahabharata, ce livre sacré indien, qui fait mention de Vimanas, de dieux qui seraient venus, qui se referaient la guerre sur terre, et puis bon, et donc c'est le lieu en fait où seraient descendues certaines divinités, où seraient venues certaines divinités, puisque certains temples sont dédiés à certaines de ces divinités. Et
au-delà du mystère de ces rochers empilés les uns sur les autres, qui sont énormes, voilà, pour faire une petite parenthèse, tu as un endroit là-dedans où tu as perdu dans les montagnes sur un plateau on va dire un ancien sanctuaire construit de façon rudimentaire qui date du néolithique selon les rapports du bureau officiel d'archéologie d'Inde, du Karnataka. Et on te dit que, alors les locaux te disent, parce que officiellement l'archéologie en Inde ne te le dit pas parce que c'est improbable, mais les locaux te disent, et à cet endroit-là, il y a eu longtemps, il y a eu un peuple de petits hommes qui vivaient là, un petit peuple d'hommes de 50 cm. Et là, moi, mon guide me parle de ça, et je dis, attends, t'es sérieux là 50 cm, comme ça fait, oui, le mec très sérieux, tu vois, le mec qui vit dans sa... Le mec, j'ai rencontré par hasard en cherchant en fait des chutes d'eau, et j'ai vu cette maison au bord de la Pampa, au bord d'une route en terre, et le mec, on a discuté et tout ça, il m'a emmené voir ces chutes que je n'aurais jamais trouvées sans lui, et puis de fil en aiguille, en discutant avec lui, en apprenant mes centres d'intérêt, il se dit, tiens, peut-être que cet endroit pourrait t'intéresser. Et là, il m'a emmené à cet endroit incroyable, qui est mentionné comme étant le sanctuaire d'Hibernakal, ou Hiberenakal, je sais plus exactement. Et là, tu vois clairement ces petites structures, donc des plaques en granit, des dalles en granit qui ont été montées les uns sur les autres de façon très rudimentaire. Et là, le mec te dit très sérieusement, sans rougir, sans scier, il te dit que ici vivaient des hommes de 50 cm et que il tient en fait connaissance de l'existence de ce peuple par son père, qui le tenait de son père, et ainsi de suite. Et que ce petit peuple, il vivait ici il y a très longtemps sur ce plateau et qu'il avait certaines connaissances qu'aujourd'hui nous n'avons plus. Et voilà, c'est assez incroyable parce que c'est entre guillemets une civilisation, une culture qu'on n'a jamais entendu parler. Et quand tu commences à regarder et à fouiller un petit peu sur ces histoires de petits hommes, de tout ça, tu tombes sur des récits, des mythes, des légendes, un peu dans tous les pays. Oui. Là, on arrive en Islande, on arrive au Caucase, on arrive aussi dans d'autres régions du globe. Même en France, je peux te le confirmer, parce que Patrick Buren-Stenas, pendant le Metal Tour, nous en avait parlé de cette légende à Rocamadour. Donc, voilà, donc ça rejoint totalement ce que tu viens de dire. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le guide m'a montré cette petite ouverture circulaire dans les plaques, et je lui dis, mais ça, c'était pas où il rentrait. Il me disait, non, en fait, là, il rentrait par là, mais il vivait pas ici. Ça, c'était une sorte de lieu dans lequel il se protégeait quand le dieu Shiva descendait sur Terre pour en fait abattre sa colère sur la terre des hommes. Le mec il dit ça et tu dis alors tu essaies de chercher la part de vérité, la part de folklore, et tu te dis ok, mettons qu'effectivement il y ait eu une race d'hommes minuscules qui aient vécu là, dont l'existence pourrait être, je dirais, à relier avec certains mythes, certaines légendes de par le monde. Tu te dis ok, ça pourquoi pas. Et là on te dit mais ils ont fait tout ça parce que le dieu Shiva descendait sur terre et qui il mettait le feu à tout et tout machin. Et après tu commences à réfléchir et tu remontes en fait dans les mystères de l'Inde, dans ce Mahabharata, et là t'apprends et tu découvres en fait les histoires relatives à ces mythes, ces guerres des dieux qui effectivement descendaient sur terre, se faisaient la guerre, et voilà, il y a énormément de choses à en dire. C'est un débat très intéressant. D'ailleurs, tu as certaines évidences en Inde qui avanceraient que y a un lieu en particulier dont j'ai oublié le nom, mais je pense que les métanautes pourront, en cherchant, trouver des informations, mais tu as toute une zone en Inde qui a complètement été vitrifiée. Vitrifié, qui est inaccessible aux touristes parce que le taux de radioactivité est trop important et donc nocif. Et dedans, on a retrouvé des corps emprisonnés dans ce verre qui a été provoqué par une chaleur intense qui se rapporte fortement, on va dire, à la résultante d'une explosion nucléaire. Alors, ça paraît incroyable et improbable. On ne sait pas, mais en tout cas l'évidence est là. On a toute une couche vitrifiée, des corps dedans qui sont complètement en train de se protéger. Tu t'es dit, qu'est-ce qui s'est passé ici, tu vois? Est-ce que vraiment tout ça c'est vrai? Est-ce qu'il n'y aurait pas une vérité à tout ça? Est-ce que peut-être à l'époque, il y a très longtemps, il y a des milliers d'années, peut-être y avait-il, pourquoi pas, des dieux, effectivement, comme c'est dit dans beaucoup de récits, dans beaucoup de religions, dans beaucoup de cultures et de mythes. Peut-être y a-t-il eu effectivement dans les anciens temps, ça s'est vraiment passé, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'évidences aujourd'hui de choses qui nous dirigent vers l'impensable, souvent comme j'aime le qualifier, qui pour beaucoup relate de la fantaisie, mais dont il est important de prendre en considération parce que c'est peut-être aussi des endroits où chercher.
Ouais, parce que c'est évidemment, on va dire, c'est légende, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Légende, ouais. Il y a bien peut-être une source véridique. En fait, rien ne le confirme, rien ne vient l'affirmer. Enfin, rien ne l'affirme et rien ne le contredit. Voilà. Donc à partir du moment où rien n'affirme quoi que ce soit, rien ne contredit ce qu'on pense affirmer, je pars du principe que tout est recevable. C'est ce que je dis à chaque fois au début de mes vidéos. Voilà, il n'y a aucune théorie qui nous dit que cette théorie n'est pas vraie. Donc à partir de ce moment-là, elle est recevable ou acceptable. Après, à chacun, selon ses convictions, sa vision du monde, sa vision des choses, de croire ou de ne pas croire, de penser ou de ne pas penser, ça, c'est libre à chacun. On me dit Mohenjo-Daro. Je ne sais pas si c'est l'endroit en question, mais... Mohenjo-Daro, j'en ai entendu parler. Ouais. C'est vrai que beaucoup de personnes m'en parlent. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, et les métanautes réagiront voilà. Instantanément, me semble-t-il. Je me demande si ce n'est pas en Éthiopie, donc à vérifier. Non, il me semble bien que c'est au Pakistan, enfin vers l'Inde, Pakistan. D'accord, très bien. Mais c'est un endroit dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est vrai que je serais assez curieux, assez intéressé d'aller voir là-bas ce qu'on peut y trouver. Je n'ai pas vu j'ai pas eu le temps de faire mes propres recherches ou de voir ce qu'on pouvait voir. Mais pourquoi pas. La Turquie aussi est un lieu très intéressant. Oui, la Turquie. Il y a beaucoup de choses à... Oui, t'as pas été en Turquie, je crois pas. Je ne suis pas encore allé en Turquie, mais c'est vraiment sur ma liste, la Turquie. Des Rennes-Couillou, j'imagine. Oui, Göbekli Tepe, voilà. Et puis il y en a aussi quelques autres. Voilà. Alors rien de très, on va dire, inconnu à ceux qui cherchent, ceux qui s'intéressent à tout ça, mais j'espère pouvoir, en m'y rendant, approcher ma caméra le plus près possible de tous ces lieux, de toutes ces structures, pour donner visuellement du détail. Je te dis, pour alimenter. Ça fait du bien aussi parce que finalement, ces endroits, on les connaît par l'intermédiaire souvent de reportages, mais il faut bien le dire, un peu mainstream quand même, un peu. Des fois, c'est des trucs de Planète, d'Arte, alors c'est très bien aussi, mais c'est bien aussi d'avoir une caméra un peu neutre aussi qui va là-bas et qui... Une caméra un peu amateur. Oui, un peu, oui, mais c'est comme sur Meta TV, il y a un petit amateurisme aussi, mais ça donne un petit côté un peu authentique, on va dire. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Quoique, j'essaye d'être un petit peu plus pédagogue dans mes démarches maintenant, dans certaines vidéos que je présente, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que j'improvise et puis il y a d'autres choses, j'essaie de me renseigner un peu avant pour apporter un peu en complément de l'information. C'est mieux que d'avoir un mec qui se pose là des questions sans savoir vraiment. Ouais. Mais bon, voilà. La Turquie, oui. Enfin, c'est quelque chose. La Turquie, c'est un objectif. En tout cas, c'est un des endroits. L'Égypte aussi. Je suis jamais allé en Égypte. Ah non, je suis allé en Égypte. Mais voilà, la situation actuellement est assez compliquée en Égypte et elle devient de plus en plus compliquée en Turquie. Et moi, j'ai l'habitude de faire les choses par moi-même. C'est-à-dire que je ne suis pas allé tour, machin, je prends mon sac, je me barre, je me fais larguer dans la pampa. Des fois, il faut que j'y dorme, tu vois, parce qu'il y a un train ou un mec qui t'y dépose, et puis après, pour rentrer, il faut que tu réfléchisses à une autre solution. Donc, il y a certains pays qui sont plus à risque que d'autres. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Égypte n'est pas totalement sécurisante pour cela, comme la Turquie. Comme la Turquie, et il y a tellement de pays que j'aimerais faire, mais qui sont impossibles d'accès. L'Iran, par exemple. La Syrie, il y a tellement de choses à voir là-bas. C'est pas trop le moment, j'avoue, mais il y a tellement de choses à voir. Et voilà, je rêverais d'aller là-bas. Ouais. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé à débuter ces longs voyages autour du monde, je parlais avec une amie à moi qui, elle, à ce moment-là, travaillait en Afghanistan. Et elle me dit, oui, viens en Afghanistan, il y a des trucs à voir, il y a aussi des choses intéressantes là-bas à voir. Et c'est vrai que ça m'a un peu freiné, quoi. Forcément, on était, il y a 5-6 ans, c'était un peu compliqué de partir à l'aventure comme ça. Le Népal aussi, non? Ça ne tire pas? Ah, le Népal, j'y suis allé. Ah, t'y es allé? Je suis allé, le Népal. Alors le Népal, c'est une autre histoire parce que, le Népal, au-delà de la beauté du lieu, l'Himalaya, ces temples bouddhistes que tu trouves un peu partout, on est dans un sujet qui est un peu différent. C'est-à-dire que autant on est dans l'Antiquité, sur certaines civilisations, quand tu vas au Pérou, quand tu vas en Amérique du Sud, quand tu vas là où je suis allé, autant le Népal, ce qu'il y a à y découvrir est plus spirituel, c'est-à-dire que c'est plus par rapport cette fois à des mythes, vraiment. Et moi je suis beaucoup attiré par les mythes parce que j'estime encore, comme je l'ai dit, que derrière les mythes il y a des vérités. Et alors le Népal, c'était la première étape de mon voyage qui a été du coup écourtée, car j'ai été malheureusement et malgré-moi empoisonné. Alors tu vas me dire empoisonné, comment ça? J'ai été en fait empoisonné par des fleurs toxiques, c'est-à-dire que j'ai eu le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment et j'ai inhalé en fait un pollen toxique d'une variété de fleurs qui pousse à un endroit particulier du Népal
qui a fait qu'en fait je suis passé à deux doigts de la fin, de tout simplement. Ouais, c'était assez tendu. Et j'avais pas encore commencé à cette époque-là à faire des vidéos. J'avais plutôt un blog sur lequel j'écrivais un peu tout ce qui se passait. C'est pour ça que j'ai pas vu de vidéos sur non, les vidéos ont commencé tardivement. Je vais revenir vite fait là-dessus. C'est-à-dire bon, tu pars un peu seul, tu te largues un peu de ce système, tu décroches avec tout, tu pars à l'aventure. Tu gardes le lien en fait avec les gens en écrivant, leur écrivant. Et je me suis rendu compte que finalement je passais beaucoup de temps à écrire et que c'était beaucoup plus facile de prendre la caméra et puis de parler, de me filmer, de leur dire voilà mes amis, voilà qu'est-ce qui se passe et tout. D'où le hello les friends, tu vois les friends parce que c'était mes amis avant tout qui me suivaient et puis au fur et à mesure j'ai eu de plus en plus de friends à travers le monde, enfin à travers la France qui ont commencé à s'intéresser un peu à ce que je découvrais. Mais le Népal, très très intéressant. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé au Népal, j'avais envie d'aller, toujours pareil, dans des lieux qui sont pas forcément très touristiques, mais plus chargés, on va dire, de légendes, de mythes. Et en discutant avec mon guide, j'ai appris qu'il existait une région au Népal qui s'appelle la région interdite du Népal, donc Narfou. D'ailleurs que je mentionne dans le tome 2 de mon livre, de la trilogie Origine que j'ai écrite comme tu sais. Et Narfou c'est très intéressant parce que cette région, on va dire, est restreinte aux touristes. Alors l'accès n'y est pas totalement interdit, mais le gouvernement a décidé tout simplement de restreindre l'accès, donc en compliquant finalement les démarches et les autorisations pour obtenir des permis d'y séjourner ou de s'y rendre. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étudient certains phénomènes qui s'y déroulent, donc comme le Yéti. Alors le Yéti, pour beaucoup qui passent pour du folklore, on n'y croit pas, ça fait marrer tout le monde et tout, c'est des légendes, c'est des conneries. Et ben pour les Népalais, si tu leur parles du Yéti, eux ils vont pas du tout rigoler. C'est-à-dire que eux, les guides népalais, si tu les prends vraiment sérieusement, que tu leur montres que tu n'es pas là pour te foutre d'eux, tu vas les mettre à l'aise, ils vont commencer à parler, ils vont commencer à te dire qu'ils ont un ami guide ou une personne qu'ils connaissent, qui ont eu affaire ou qui ont une histoire à raconter par rapport à ça. Ils ne le font pas pour se rendre intéressant parce qu'ils n'ont rien à y gagner. Et là, ils te confient des choses incroyables. Donc le Yéti est un phénomène qui est pris très au sérieux au Népal. Les guides ont relaté des contacts, des rencontres, des observations. Et du coup, il n'y a pas que ça. On a aussi des histoires concernant des tigres divins. Alors des tigres d'énergie qui viendraient voir certains villageois dans cette région. Et les villageois, de peur que leurs enfants soient pris, déposeraient des offrandes donc à ces tigres divins. Il y a aussi des phénomènes aérospatiaux qui sont observés, donc des ovnis, pour appeler ça clairement, avec des spationautes, entre guillemets, qui sont observés, des non-humains, qui m'ont été rapportés aussi par un guide. Et puis là, le guide, c'est pas le mec qui est branché science-fiction au cinéma, c'est le mec qui marche avec une paire de sandales, qui vit dans un petit village, qui descend à Katmandou pour faire pour manger tout simplement, pour faire des visites. Et les mecs te racontent ça, quoi, clairement. Et du coup, moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit, putain, je vais aller là, quoi. Emmenez-moi là-bas, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est justement en chemin pour aller dans cette région interdite, qui normalement devait se faire en 11 jours, que moi, je n'ai pu faire que 4 jours de cette ascension, tout simplement parce que je suis tombé gravement malade. Mon état s'est rapidement dégradé en seulement quelques 48 heures, et au point que je ne pouvais plus quasiment respirer, la tête qui tournait, des vomissements. J'avais perdu du poids, et quand j'ai senti que je ne pouvais pas aller plus loin, mon guide m'a dit clairement, là attention Damien, il faut que tu prennes une décision, parce que après ce village, j'ai plus de réseau téléphonique. Il sera impossible donc d'appeler des secours, on n'a aucun chemin pour faire venir une ambulance ou quoi que ce soit, ou une jeep, donc il faut bien réfléchir à ce qui va se passer maintenant. Et j'ai pas pu, je pouvais physiquement pas le faire. On est descendu dans la vallée, j'ai loué une jeep les services d'une jeep pour repartir sur Katmandou. Et là, en passant à l'hôpital, on m'a fait faire une radio des poumons, et mes poumons étaient complètement contaminés par cette toxine, ce pollen toxique, donc de cette variété de fleurs très spécifique, dont les Népalais sont immunisés parce que ça ne les atteint pas, mais comme ça arrive très souvent, ce sont des touristes. Et
malheureusement, comme ça peut arriver, c'est toujours un touriste sur 1000 ou 2000 et c'est... Oui, surtout, pas de chance, j'ai envie de dire, ah ouais, c'est dingue. Pas de chance, du coup, je suis redescendu et c'est là que j'ai appris que j'étais intoxiqué, que de 24 heures de plus, j'étais mort. Donc c'était hyper tendu et je me suis dit, waouh. Donc tu as été soigné là-bas, sur place, c'est ça? J'ai été soigné sur place, mais par antibiotiques. D'accord. Voilà, donc c'était une expérience assez intéressante, mais c'est aussi pour moi un unfinished business, c'est quelque chose que j'ai envie de refaire dans le futur. Alors je me dis peut-être que j'étais pas prêt, peut-être que le lieu ne voulait pas de moi, hein, j'étais peut-être pas encore, je sais pas. Moi je dirais pas superstitieux, mais il y a des choses en lesquelles je crois et je me dis quand les choses se passent ainsi et pas comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison et je me dis bon, c'est mon chemin de vie d'être là et pas ici et voilà, bon, j'accepte un peu tout comme ça vient quoi. Ah ouais, c'est dommage puisque oui, effectivement c'était intéressant, ouais. Donc en tout cas ça aussi, donc c'est sur tes plans, on va dire, du futur. En tout cas, le Népal, c'est sur la liste, c'est retourner et essayer de trouver justement aller dans la finalité de cette aventure. Comment tu dis cette région? Narfou. N-A-R plus loin P-H-U, Narfou. Ouais. Ah bah, il ira s'enseigner, c'est pas vraiment pas commun. Pour s'enseigner, je te conseille d'apprendre le népalais pour savoir l'écrire parce que il y a beaucoup de sites malheureusement, tu vois, tu trouves peu d'informations. Il faut chercher les informations dans la langue du pays finalement. Ah, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça va être un peu compliqué d'apprendre un népalais. Mais on peut apprendre certaines choses. Ouais. Alors on va faire un saut puisque là on est en mode tour du monde. On va aller au Pérou. Ouais. Alors parce que le Pérou, alors là t'as fait un peu le tour du Pérou, j'ai envie de dire. Comment ça J'ai fait un petit tour du Pérou, durant ce long voyage. Ouais. Et super intéressant. Alors moi j'ai envie de parler déjà. Alors la porte de Ayumarca. La porte de Ayumarca dit la Puerta del Diablo. La porte du diable. Porte du diable. C'est toujours diabolisé. Hein. Dès qu'on ne connaît pas, dès que c'est quelque chose pour lequel on n'a pas les réponses tout de suite, on le diabolise. Et puis il y a tout un tas de légendes aussi. Il y a tout un tas de légendes. D'ailleurs, je retourne sur cette fameuse porte le mois prochain. J'y retourne pour ramener de nouvelles images et puis aussi peut-être pour ramener d'autres témoignages, essayer d'en apprendre un peu plus. Cette porte, on a peu d'informations dessus. On ne sait pas quand elle a été construite ni par qui. Probablement une civilisation précolombienne, peut-être antédiluvienne, on ne sait pas, si on accepte le principe qu'il y a eu un déluge, hein, bien sûr. Elle ne ressemble à rien en fait finalement, elle semble être basiquement taillée dans cette structure. Alors tu as une sorte de crête un peu montagneuse, et dans cette crête on est venu tailler une porte comme une arche. Ça ressemble à une arche et c'est vrai que c'est une sorte de, comment dirais-je, de réplique qui n'est pas forcément une réplique mais qui évoque finalement cet endroit en Jordanie là, cette fameuse porte dont j'ai oublié le nom et qu'on retrouve ici en Turquie qui est la fameuse porte du roi Midas, donc l'Anatolie, et tu trouves pareil une porte similaire qui ressemble. Et alors à l'époque les personnes qui l'ont construite l'ont probablement fait parce que à cet endroit là il y avait des phénomènes on va dire d'ordre énergétique si je puis dire qui s'y passaient. Donc on avait des choses qui sortaient en fait de cette crête montagneuse, des choses qui sortaient, qui rentraient. Donc on a observé des lumières, il y a des locaux qui ont aussi qui rapportent y avoir vu des créatures, des sortes de on va dire de personnages non humains qui ne ressemblent pas et voilà. Et on dit que cette porte, alors l'histoire de cette porte tout simplement, on dit que dans les anciens temps quand les conquistadors sont venus en Amérique du Sud pour récupérer l'or des Péruviens, enfin de ces anciennes civilisations, il y avait un prêtre qui s'appelait Ayumarca, d'où le nom à la porte d'Ayumarca. Non, il s'appelait Amaru Meru, pardon. C'est encore autre chose. Il s'appelait Amaru Meru, ce prêtre. Il avait un disque d'or qui était très convoité des conquistadors. Et la légende de cette porte dit qu'il serait, donc pour leur échapper, il se serait présenté devant cette porte, aurait en fait insinué son disque d'or dans la cavité que tu trouves au centre de cette porte, et il aurait instantanément disparu dedans. Comme si cette porte finalement était un peu comme dans ce film et dans cette série Stargate, une sorte de porte des étoiles. Et c'est comme ça en fait que les locaux la définissent vraiment comme une porte des étoiles. C'est une porte qui te donne accès
à un autre monde. Voilà. En plus, c'est vers le lac Titicaca, c'est ça? C'est juste en face du lac Titicaca, vraiment, on va dire... un lac sacré un peu pour les Péruviens. Qui est un lac très sacré, puisque c'est ici qu'on trouve l'Isla del Sol, l'île du Soleil, qui est côté Bolivie. Donc le Pérou est collé à la Bolivie, et entre les deux, tu as le lac Titicaca, et tu as l'Isla del Sol. Et l'Isla del Sol, ça serait donc l'île du Soleil, sur laquelle il y a très longtemps un dieu, enfin une déesse qui s'appelle Orejana serait descendue pour apporter aux hommes la connaissance. Et c'est intéressant aussi de voir que cette déesse était donc non humaine, hein, d'origine extraterrestre, avec 4 doigts, les mains palmées, qui avait un corps avec des jambes et des bras comme nous, mais avait par contre un crâne très élingué, très long. Donc l'Isla del Sol, on dit, serait le point d'arrivée de certains dieux il y a très longtemps. Et cette porte se situe juste en face de l'Isla del Sol. Donc tu as le lac Titicaca finalement, et tu as cette porte qui est juste en face à quelques, on va dire, vingtaine de kilomètres, peut-être à 15-20 km, même moins je pense, c'est même moins, c'est beaucoup moins, une dizaine de kilomètres à peine. Donc voilà, donc c'est marrant que tu as à cet endroit, autour du lac Titicaca, plusieurs en fait lieux assez mystiques et connus qui y sont concentrés. Parce que tu as aussi le fameux temple, la fameuse cité de Tiwanaku qui est justement... voilà, ça fait un peu un triangle, tu as l'Isla del Sol. T'as ici côté Bolivie, tu as Tiwanaku, et puis tu as cette fameuse porte des étoiles qui est donc la porte Yumarca. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires sur cette porte et c'est très très intéressant. Il y a beaucoup de gens aussi de par le monde qui y viennent, des adeptes qui croient en certaines choses. Il y a un peu de tout, hein. C'est un peu aussi l'endroit où tous les illuminés vont. Moi je discutais avec un guide, un mec qui garde l'endroit, qui m'avait dit qu'il avait vu une fois un bus de touristes débarquer et ils s'étaient tous mis nus et s'étaient mis à danser devant la porte dans l'espoir de la voir s'activer, de la voir s'ouvrir, enfin voilà. Donc d'accord, ça c'est ambiance, Jim Jones, ça ouais. Mais c'est ça le truc, c'est que quand tu as des endroits, on va dire très forts en énergie, comme certains disent, et qui ont une histoire assez forte, aussi des légendes très, très intéressantes, tu as toujours des gens qui y vont et qui espèrent en fait y découvrir quelque chose ou en tirer quelque chose. Donc, qu'il va se passer quelque chose, en fait, déclencher un événement. Moi, je te cache pas que j'aurais aimé voir de mes propres yeux quelque chose, clair, ramener une super histoire, mais bon, malheureusement, je n'ai rien vu de particulier, rien ne s'est produit. Je ne démonte pas les légendes, au contraire, moi, je prends beaucoup de plaisir à lire, écouter toutes ces légendes et tous ces mythes, mais je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Voilà, après il faut, je veux dire, démêler tout ça, mais c'est intéressant. J'essaierai d'en apprendre plus en y retournant. Parce que alors, le Pérou, il y a pas mal de choses. J'ai noté aussi Marcahuasi. Ah, alors là, tu me cites vraiment les lieux, moi, que je porte vraiment le plus dans mon cœur, qui sont pas forcément ces temples comme Sacsayhuaman, comme Ollantaytambo, toutes ces cités incroyables et tout ça, merveilleuses, hein, j'ai envie de dire. Mais là, tu me cites des endroits vraiment qui me tiennent à cœur parce que c'est des histoires avec lesquelles j'ai une affinité particulière. Tu vois. Et Marcahuasi, bon, quand tu y vas, tu trouves sur ce plateau à 4000 mètres d'altitude, là tu es à 160 km de la capitale, donc Lima, et tu es à 5-6 km du village le plus proche, donc là tu es au milieu de nulle part, tu es sur le toit du monde, et tu as ces rochers énormes, ces morceaux de montagne qui représentent en fait des animaux. Alors après tu te dis oui mais c'est l'imagination machin, et c'est ça justement qui est intéressant, c'est parce que on ne sait pas si ça a été taillé ou si c'est naturel, mais toujours est-il que ces formes animales et ces visages humains que tu vois dans la roche sont là, ils existent. Donc tu retrouves une tortue, tu vois un lion, un condor, tu trouves des tas d'animaux, hein, voilà. Mais au-delà de ça, c'est aussi un endroit qui a fait parler à un moment parce que il y a des personnes qui ont à un moment rapporté avoir vu des géants, des êtres géants à cet endroit-là, d'ailleurs qui ont été filmés, et c'est ça qui est intéressant. Une vidéo a circulé sur internet à ce sujet, qui circule toujours, 2 femmes originaires d'Amérique latine qui ont filmé de loin en fait 2 énormes rochers, ce qu'elles pensaient être 2 énormes rochers, jusqu'à ce que ces rochers s'animent et d'un coup se déploient, et on se rend compte que là ce n'était pas des rochers, c'était simplement en fait
deux personnages immensément grands, d'environ 3-4 mètres à peu près de haut, qui sont en train de s'étirer, qui sont en train de se rhabiller, ou je sais pas, il se met une veste, tout ça. Et là c'est très très troublant parce que cette vidéo a beaucoup tourné sur des chaînes d'information en Amérique du Sud, parce qu'il faut savoir, c'est que en Amérique du Sud par exemple, comme dans certains pays d'Europe, enfin pas Europe, plus en Asie, on croit beaucoup plus à tout ça. Et ça fait un peu plus ouvert d'esprit. Donc nous, tu vois, au journal télévisé le soir, à la chronique, on va dire Madame Machin qui plante des pâquerettes, trucs, que eux, ils vont te présenter un fait un petit peu extraordinaire, mais un fait, quoi. Et c'est intéressant parce que ça a fait le tour, et il y a eu une analyse de cette vidéo qui a été faite, et on s'est rendu compte que c'était pas du tout du chiquet, et on a comparé clairement les images qui ont été prises par ces deux femmes, et juxtaposé à ces images, on t'a mis le même endroit, filmé à un autre moment, où tu vois des personnes normales, de taille humaine comme toi et moi, et là tu vois vraiment qu'on a affaire à des êtres très très grands, et moi ça me fait rêver quelque part, ça me fait rêver de me dire que peut-être à cet endroit-là, il y a effectivement peut-être des êtres beaucoup plus grands que nous, peut-être ceux qu'on mentionne dans les anciens textes, hein, tu vois, dans un grand nombre de cultures, ces fameux géants. Est-ce qu'ils existent encore? Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal d'histoires qui tournent autour de ce lieu qui est Marcahuasi, et beaucoup aussi d'autres anecdotes. Il y a beaucoup de gens qui meurent chaque année. Donc des accidents bêtes et stupides. Tu es quand même à 4000 mètres d'altitude, hein, et des fois tu veux avoir la photo parfaite, et moi je me suis déjà approché au bord de ce plateau, parce que là tu as une montagne et puis c'est un plateau, c'est comme ça. Et là en fait t'es 4 fois la hauteur de la tour Eiffel, et tu vois en bas, c'est comme si tu étais dans un avion, quoi, tu vois. Et tu as des gens qui veulent avoir la photo parfaite et qui tombent, on ne sait pas comment. Voilà, tu as des gens qui deviennent fous aussi là-haut. Ce lieu est très intriguant parce que il y a un truc là-haut qui fait que tu peux pas y rester trop longtemps. Si tu passes trop de temps, ça t'affecte, comme s'il y avait une énergie particulière ou une radiation qui affectait en fait le cerveau, l'esprit. Et moi j'ai rencontré un mec à Lima qui allait très très régulièrement, et le mec avait été complètement illuminé, c'est-à-dire que ce mec ne se nourrissait plus d'aliments, il se nourrissait de feuilles d'arbres, il buvait de l'eau de fleurs, et c'était son régime. Et le mec me disait qu'il y passait régulièrement plusieurs semaines tout seul là-haut, en solo, machin. Et le mec avait, on va dire, je dirais pas perdu l'esprit, mais il était complètement déconnecté de la réalité. Et c'était effrayant, en même temps fascinant, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai eu connaissance de certaines anecdotes de gens qui ont passé trop de temps là-haut et qui en sont devenus fous, quoi. Donc, t'as ressenti quelque chose en restant longtemps là-bas? Parce qu'à un moment, dans la vidéo aussi, tu vas dans une crevasse. Oui. Que tu t'expliques, c'est une crevasse, en fait, l'endroit dont tu parles, c'est une faille. C'est une faille, oui. Une crevasse. Ouais. Qui a été appelée El Infernio, l'enfer. L'enfer, ouais. Là, qui serait la porte d'entrée d'un monde souterrain où vivraient des intraterrestres. Donc des personnages qui ne sont ni comme toi ni comme moi, hein. Je sais pas à quoi ils ressemblent, mais il y a beaucoup de légendes, d'histoires qui parlent de ce lieu, et on déconseille fortement aux gens d'essayer de s'y aventurer, et n'importe comment, si tu veux y descendre, il faut y aller avec des cordes et en rappel. Alors par contre, si tu vois pas la faille et que tu te loupes, tu tombes dedans, ça descend très profond, et voilà, et on sait que très profondément il y a des sortes d'émanations de gaz qui sont toxiques, donc de toute façon si tu tombes et que tu pas par la chute, tu ne survis pas de toute façon par rapport aux gaz et aux émanations. Mais voilà, les locaux sont très ne rigolent pas avec ça, hein. Ils te le disent avec franchise. Oui, ici il y a un endroit où il y a des intraterrestres qui vivent, c'est leur monde, nous on a le nôtre, il faut pas les emmerder, ils viennent pas nous emmerder, et voilà, il faut respecter ça. Tu vois, il y a cette sorte de respect vraiment et de croyance qui est vraiment, pour moi, doublement intéressant. Parce que comme je t'ai dit, je pense personnellement que derrière tous ces mythes, il y a certaines vérités. Et c'est ça qui est vraiment fascinant. Parce que en plus,
et une ambiance presque hallucinante avec les brumes qui arrivent d'un coup, etc. Donc on sent que c'est un endroit où le temps est changeant, si j'ose dire, le climat est très changeant. Comme la plupart du temps quand tu es en élévation, quand tu es en montagne, on dit oui, en montagne le temps change très vite, mais c'est tout simplement parce que plus t'es haut et plus tu croises des nuages. Il suffit de lever la tête à toute heure de la journée, tu vois un nuage et l'instant d'après il n'y est plus. Donc effectivement, tu es très rapidement pris dans une brume qui en fait sont des formations nuageuses, et là tu ne vois plus rien, la température chute de 10-15 degrés parfois. D'ailleurs la nuit les températures sont extrêmement basses, on descend en dessous de 0 degrés, donc c'est un endroit qui n'est pas très accueillant au niveau des conditions on va dire de température climatique, mais qui est pour moi un des plus beaux endroits qui m'a été donné de voir lors de ces longs voyages. C'est pas très touristique, non? Alors le problème avec Markawazi, c'est qu'il y a un tourisme comme le tourisme qui se rend à la porte dont on parlait, d'Ayomarka. C'est toujours un touriste ou des touristes qui sont en recherche de sensations fortes, j'ai envie de dire. Voilà. Et on va dire que moi, les gens que j'ai croisés là-haut, y allaient plus pour essayer de ressentir des énergies. Alors méditer, essayer de capter les choses qui en émanent. Beaucoup de médiums, de voyants, de tout ce que tu veux, de gens qui ont certaines capacités à ressentir ou à palper les choses, se rendent là-bas dans l'espoir de s'élever, de capter ces énergies, etc. etc. Voilà. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que moi, quand j'étais sur l'île de Pâques, avant de me rendre à Markawazi, j'avais rencontré c'était une chilienne, une jeune chilienne qui s'était rendue donc au Pérou et qui avait en fait passé la nuit à Markawazi avec un groupe d'amis. Et j'aime beaucoup ces histoires que les gens me racontent, que me confient leurs propres histoires, tu vois, pas l'histoire d'un tel ou d'un tel, mais les leurs. Et cette personne m'avait confié que une nuit où ils étaient sur ce plateau, une personne qui était avec eux dans la nuit était sortie de la tente pour aller aux toilettes nocturnes, et elle avait fait l'observation d'une étrange en fait créature encapuchonnée qui en fait ne touchait pas le sol et se déplaçait comme ça autour du plan d'eau à côté duquel ils campaient, et ça les avait effrayés, ils étaient morts de trouille, et voilà, et cette histoire moi m'intrigue énormément parce que c'est une parmi tant d'autres. Voilà. Alors certaines autres t'en entends parler ou t'en lis, mais c'est toujours intéressant d'avoir une anecdote qui vient d'une personne qui l'a vécu vraiment, quoi. Donc voilà. Donc quand même un endroit très mystique, j'ai envie de dire. Très mystique, et un endroit comme beaucoup d'autres il y a sur Terre. En plus c'est un peu inaccessible, ce que tu disais, enfin, tu dis il faut 2 heures de Lima, après il faut 1 heure du village, enfin on va dire, faut vouloir y aller quand même. Voilà, faut vouloir y aller. C'est forcément donc pas inaccessible, puisque t'as le village là-haut, mais c'est vrai que l'accès n'est pas simple, c'est pas, et puis surtout ce n'est pas dans les guides touristiques. Si tu veux y aller, alors aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui s'y rendent, comme moi je m'y suis rendu, il y a beaucoup de forums qui en parlent, des blogs, des choses comme ça, donc tu peux facilement trouver le moyen d'y aller, comme moi je l'ai fait. Après tout, j'avais pas d'informations plus que ça quand j'y suis allé, mais c'est vrai qu'il faut prendre un bus qui part de Lima, t'en as pour 4-5 heures. Après, tu as un autre bus à prendre qui monte là-haut, et là, tu en as encore pour 4-5 heures. Donc, en partant à 8h au matin, tu arrives là-bas, il est 18h, 19h. Donc, c'est le parcours du combattant. Et une fois que tu arrives au petit village de San Pedro de Casta, donc qui est le village le plus proche de Markawazi, après, il faut marcher 5-6 km, donc 2-3 bonnes heures, pour arriver sur le plateau. Donc, c'est encore, après, il faut encore marcher, il faut encore monter, ça grimpe, et c'est vraiment l'aventure. Et là, quand tu arrives là-haut, il n'y a plus rien, il n'y a pas un bruit, tu es loin de la civilisation, tu es loin de tout. Et là, on peut dire que tu es vraiment paumé. Et encore, j'estime que moi, où je suis allé, où j'ai baroudé sur ce plateau, ce n'était pas non plus, je veux dire, complètement paumé, puisque, des gens y viennent, comme moi j'y vais, mais par contre, tu vois que tu peux t'enfoncer encore sur ce plateau, tu peux aller loin, et je pense que quand je vais y retourner le mois prochain, je vais essayer de m'aventurer un petit peu plus loin encore. Essayer d'aller plus loin, découvrir d'autres rochers, essayer de voir, gratter, ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes. Et ce qui est très intéressant aussi sur ce plateau, c'est que tu as un endroit qui est appelé la forteresse en français, je ne sais plus le nom en espagnol, et cette forteresse qui est très intrigant, donc c'est que ça ressemble un peu à cette montagne, un peu comme quand tu vois dans ce film Rencontre du troisième type, et donc quand tu montes à son sommet, tu as des cavités qui ont été creusées de la main de l'homme,
Et il y a des petites chambres qui ont été aménagées et qui sont minuscules, et tu te rends compte que ça a été fait pour des personnes de très très petite taille. Et t'as l'impression de rentrer dans une maison de poupée quand t'es là-haut. C'est très intéressant. Donc j'aurai l'occasion donc de refilmer ça en détail et de représenter des évidences et donner des images aux métanautes et aux internautes. Et voilà. Mais on te dit aussi que c'était un lieu de sacrifice il y a très longtemps. Tu vois, il y a le sacrifice entre beaucoup dans toutes ces histoires. C'est toujours du sacrifice, c'est toujours un sanctuaire, c'est toujours un lieu où il s'est passé des choses, où c'était pour les dieux. Et vraiment, tu as cette montagne ce mont vraiment, parce que c'est pas une montagne, c'est plutôt un mont qui s'élève environ à 200 mètres de hauteur environ. Ah, quand même. Ah, ouais, c'est pas rien. Ah, ouais. Et là, tu arrives au sommet, tu surplombes tout le plateau de Marcahuasi, et là, à son sommet, tu as ces cavités qui ont été creusées, et tu demandes pourquoi. Tu essaies dans ta tête de retracer l'histoire, de comprendre en fait qu'est-ce qui a pu se passer à cet endroit-là. Et c'est assez intriguant. Et à mon grand regret, je ne parle pas assez bien l'espagnol pour pouvoir être au plus près des locaux, pour en apprendre plus. Mais j'espère que le mois prochain, ça sera différent. Je serai cette fois accompagné d'une personne qui pourra justement m'aider à établir un contact avec les locaux de ce lieu, quoi. Tienes que hablar espagnol, hein, para ir J'ai pas al choisi Perú. le bon. Non, mais c'est vraiment très intéressant. Alors, tu as été aussi, juste avant la pause, on va parler un petit peu du Machu Picchu, parce que bon, toi, justement, alors, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, parce que t'en fais une analyse, t'es un peu déçu quand même du Machu Picchu. T'es sévère, tu dis... Ouais. C'est un peu de la... Allez, on va le dire, c'est un peu de la carotte, quoi. C'est un peu de la carotte par rapport à ce qu'il faut payer. À ce qu'il faut payer pour aller voir, voilà, c'est pour y accéder. C'est devenu... T'as l'impression qu'il y a une espèce d'usine à touristes derrière, un peu... Totalement. Tu dénonces ça un peu. Ouais, explique-nous un peu, parce que bon, nous, on sait pas ce qui se passe. Très rapidement, le Machu Picchu, c'est un business qui engrange plusieurs millions de dollars chaque année. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans la vidéo, on ne sait pas où va l'argent et à qui. Oui, voilà, d'ailleurs, c'est ça que tu nous dis, mais il y a beaucoup d'argent, on ne sait pas trop. Une minorité de personnes, des responsables locaux, voilà. Pour aller au Machu Picchu, donc déjà, il faut compter 3 jours, une journée pour aller, une journée pour revenir et une journée pour monter. Et puis surtout, il faut dépenser au minimum 200 €. Donc pour payer le droit d'entrée, le droit de monter là-haut. Et puis aussi et je l'ai fait Pérou, j'imagine. Oui, et surtout que je l'ai fait par la voie la moins chère, tout simplement, comme beaucoup font. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à accéder, à me rendre au Machu Picchu plutôt que dans la finée à y être. Tu vois. Et le Machu Picchu, j'ai quand même un petit regret par rapport à cette visite. À ce moment-là, je n'étais pas encore je n'avais pas encore l'œil sur certaines choses, certains détails, certaines pierres. J'ai pas pris le temps de bien regarder, de prendre le temps d'observer certaines structures, certaines pierres, certains murs qu'on voit qui sont ces fameux murs cyclopéens. Terme que j'ai appris récemment, je remercie Monsieur Pouillard de la Révolution des Pyramides de l'avoir suggéré, puisque c'est bien d'appeler un mur par son appellation quand on est dans un certain cas de figure. Et voilà, je suis passé à côté de ça vraiment, et je vais y retourner donc pour amener des images. Mais oui, on est dans un tourisme business qui engrange énormément d'argent, et s'il y a une chose que je n'aime pas faire, c'est être avec tout le monde, toute la masse, le troupeau, on va dire. Ouais. Voilà, mais bon, il faut jouer le jeu, c'est le jeu. Et puis ne pas aller voir le Machu Picchu, ne pas le visiter quand au Pérou, c'est un peu comme à la Paris, ne pas voir la Tour Eiffel. T'es obligé de le faire moins une fois. Mais tu gardes quand même une déception un peu quand même du business autour de ça. C'est surtout le business qui pourrit qui a pourri finalement mon ressenti vis-à-vis de ce lieu, mais je ne peux pas retirer la beauté de ce lieu. C'est quand même quelque chose d'incroyable, de magnifique, si ce n'est malheureusement que le Machu Picchu s'affaisse de quelques centimètres tous les ans, dû en fait à au trop grand nombre de passages de touristes. C'est ça, oui, c'est un gros nombre de passages de touristes. Et oui, le Machu Picchu s'affaisse, donc on prévoit, on le sait, un énorme glissement de terrain sur le Machu Picchu dans les années à venir, mais on ne sait pas quand ça se produira, mais on sait que ça va se produire. C'est un peu comme le tremblement de terre en Californie, on sait qu'un jour il y en aura un, mais on ne peut pas le prédire quand. Il ne faudra pas être là-bas, comme je dis, le jour où ça va se passer, parce que ça va être un sacré tour de toboggan pour tout le monde. Ah oui, parce que bon, c'est quand même le lieu emblématique effectivement du Pérou. C'est le lieu vraiment le symbole du Pérou même. Le symbole du Pérou même, ouais. Et pour moi qui me parle moins,
qui est un lieu comme Marcahuasi, comme la porte du diable, ou comme Ica, où on trouve les fameuses pierres, ou comme Paracas, où on trouve les fameux crânes élingués. Pour moi, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de chercher autre chose que de la pierre. J'ai envie de trouver d'autres évidences, de voir d'autres choses qui permettent justement, tu vois, de mettre la main sur des détails, sur des petites anomalies. Et le Machu Picchu n'est pas l'endroit où je pense que on peut trouver quelque chose. Ouais. Bon, on va faire une petite pause, tu vois, on est déjà arrivé à la fin de la première partie. La régie, elle est prête? Non, elle n'est pas prête, je le sens. Et tu vois, surpris. Il est en train de t'écouter, il est surpris. Non, mais c'est parfait, il est prêt. Et on fait la petite pause et on revient juste après. Restez connectés, c'est la libre antenne, à vous la régie.